Le physicien Erwin Schrödinger, l'un des pères de la mécanique quantique, hein, a proposé un jour une analogie visuelle que je trouve assez saisissante. Ah oui, l'analogie pour illustrer la différence entre la matière inanimée et la vie, c'est ça? Exactement. Il disait, en gros, que si on regarde un cristal au microscope, bah, c'est magnifique, la géométrie est parfaite, mais c'est comme regarder du papier peint ordinaire, en fait. Ouais, un motif prévisible, quoi. Une même forme qui se répète à l'infini sans surprise. Voilà. Alors qu'un être vivant, même le truc le plus microscopique qui soit, c'est un chef-d'œuvre de broderie. Enfin, il disait une tapisserie de Raphaël. C'est une belle image. N'est-ce pas? C'est un design extrêmement élaboré, d'une cohérence folle, imprévisible à long terme et surtout plein de sens. Et c'est justement le cœur de notre discussion d'aujourd'hui. Bon, décortiquons tout ça. L'idée de notre exploration, c'est pas de poser la vieille question métaphysique, qu'est-ce que la vie? Parce que ça finit toujours par tourner en rond. Notre mission, elle est bien plus dynamique. On va se demander comment la vie fait pour se créer et se recréer continuellement. Ce qui est fascinant ici, c'est que formuler la question de cette manière, ça change complètement notre optique. On arrête de regarder la biologie comme une simple collection d'objets finis, tu vois. Ouais, des objets qui interagiraient juste entre eux. C'est ça. Au lieu de ça, on la voit comme un processus en perpétuelle invention. Pour reprendre ton analogie, on regarde plus une tapisserie terminée et accrochée au mur, on regarde le métier à tisser en pleine action. Avec des fils qui changent de couleur d'eux-mêmes en temps réel, quoi. Exactement. Et pour nous aider à décrypter ce fameux métier à tisser, on s'appuie sur un article académique vraiment dense et très ambitieux, publié en 2016. Il est signé par les chercheurs Paul-Antoine Miquel et Suyang Huang et s'intitule De l'individuation physique à l'individuation biologique. Un texte majeur, oui. Vraiment fascinant parce qu'il navigue entre la thermodynamique pure, la biologie cellulaire la plus stricte et la philosophie. Il s'appuie d'ailleurs beaucoup sur les travaux du philosophe français Gilbert Simondon. L'objectif, c'est de tracer cette frontière invisible entre le papier peint et la tapisserie, entre le caillou et l'organisme. Et pour comprendre cette frontière, l'article met en lumière un renversement total de perspectives proposées par Simondon. Historiquement, que ce soit en biologie ou en philosophie, on a toujours eu tendance à faire la même erreur de raisonnement. Laquelle? On prend un individu existant, disons une grenouille ou un chêne centenaire, on l'isole et on essaye de deviner comment il est arrivé là. On part du résultat pour comprendre la formation, en fait. Voilà. Et Simondon affirme que c'est une impasse totale. Il postule qu'on ne doit pas connaître l'individuation par l'individu, mais qu'il faut au contraire connaître l'individu par le processus d'individuation. Donc, si je traduis bien, la grenouille n'est pas une ligne d'arrivée. Tout à fait. L'individu, tel qu'on le perçoit à l'instant présent, c'est qu'une phase temporaire. C'est une simple photographie, un état transitoire au sein d'un processus beaucoup plus vaste qui le précède et qui va lui survivre. Le vivant n'est pas un nom, c'est un verbe. C'est super poétique ça. Mais du coup, pour vraiment saisir cette singularité de la biologie, le texte propose de faire un détour par la physique de la matière inanimée. Un détour indispensable, oui. Parce qu'avant de comprendre comment la vie maintient ce mouvement perpétuel, faut d'abord regarder comment la matière non vivante prend forme et, justement, s'arrête de bouger. Contrairement à la vieille vision d'Aristote où on disait la matière plus la forme égale l'individu, chez les physiciens modernes et chez Simondon, un système physique prend forme quand il atteint un potentiel structurel. C'est-à-dire un moment de tension, pour simplifier. Ouais, le système est traversé par un flux d'énergie ou de matière, il accumule une tension thermodynamique et soudain, clac, il atteint un point de rupture. Il peut plus supporter cette tension dans son état actuel. C'est exactement ce qu'on observe dans les fluides ou les minéraux lors d'un changement de phase. Et c'est là que l'analyse introduit deux contraintes majeures qui définissent ce système sous tension. Les fameuses R1 et R2 de l'article, c'est ça? C'est ça. La première, R1, c'est la contrainte topologique. C'est la relation indissociable entre l'intérieur du système et son extérieur. L'idée, c'est qu'un système dynamique n'est pas seulement défini par les atomes qui le composent, mais par son couplage avec ce qui l'entoure. Attends. Pour rendre ça concret pour ceux qui nous écoutent, imaginons qu'on veuille décrire le moteur d'une voiture. Si on décrit juste les pièces métalliques posées sur l'établi du garagiste, on a une structure, mais on n'a pas le système en action. Ouais, c'est juste un tas de pièces. Par contre, si on décrit ce même moteur en train de surchauffer sur l'autoroute en plein mois d'août, la chaleur de l'asphalte, la friction de l'air, la pression atmosphérique extérieure, tout ça fait littéralement partie du moteur à ce moment précis. Le système est couplé à ces conditions aux limites. L'image est très parlante. Le système
et son environnement ne font qu'un dans l'action. Et ensuite, il y a la deuxième contrainte, R2, qui est chronologique. Le temps qui passe en gros. Voilà, elle stipule qu'un système complexe ouvert ne peut jamais être défini uniquement par sa structure à la seconde présente. Pourquoi? Parce que le fait même de fonctionner dans le temps va faire émerger des propriétés globales qui n'existaient pas au départ. D'où leur équation S étoile égale R1, R2, S. Le système devient littéralement ce qu'il fait. L'entité ne peut pas être séparée de sa propre histoire. Exactement. Mais là, je dois admettre qu'il y a un truc qui me bloque un peu avec cette définition physique. Quand je regarde une vidéo accélérée d'un flocon de neige qui se forme ou d'un cristal de sel qui déploie ses branches géométriques, je vois un système sous tension qui grandit. Je vois un couplage avec l'environnement, l'humidité de l'air, la température, et je vois du temps qui passe avec une forme qui émerge. Oui, on a bien R1 et R2. Voilà. En apparence, ça ressemble énormément à une plante qui pousse. Alors pourquoi est-ce que ce cristal relève de la simple physique et pas de la biologie? C'est une excellente objection. Et c'est vraiment tout l'enjeu de la transition de phase. La différence fondamentale, elle réside dans la façon dont la tension thermodynamique est gérée. C'est-à-dire? Quand le cristal de sel se forme à partir d'une solution saturée, c'est ce que la thermodynamique appelle une résolution de premier ordre. Il y avait une instabilité, une tension énergétique trop forte. La cristallisation, la création de ce motif géométrique parfait, c'est simplement la manière la plus efficace pour la matière d'évacuer cette tension et de retourner à un état de basse énergie. Donc le cristal, en grandissant, il cherche en fait à mourir thermiquement parlant. Il cherche le repos absolu, la fin du stress. C'est une très bonne façon de le dire. Une fois que le cristal a fini de croître, l'événement est clos. La contrainte est résolue, la tension est relâchée, le système a trouvé son équilibre final et il s'arrête d'inventer de la nouveauté. Il est devenu le papier peint de Schrödinger en fait. Exactement. La résolution est fermée. De plus, un cristal grandit par accrétion. Il ajoute des couches à sa surface, mais son centre est inerte. Il est mort. La surface est active, mais l'intérieur fait rien. Ce qui nous propulse directement vers le monde biologique, hein. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Si le cristal cherche le repos et finit par se stabiliser, qu'est-ce qui empêche une bactérie ou une cellule humaine de faire la même chose? Qu'est-ce qui nous empêche de résoudre nos tensions internes une bonne fois pour toutes et de nous transformer en statut de sel? C'est parce que le vivant, contrairement au minéral, accède à une individuation de second ordre. Le système biologique ne se contente pas de subir une tension pour s'en débarrasser, il capte cette tension, il l'intègre et il amplifie ce processus sans jamais se laisser complètement stabiliser. Il relance la machine constamment. Voilà, le vivant retarde en permanence le moment de l'équilibre parfait. Parce qu'en biologie, il ne faut pas l'oublier, l'équilibre thermodynamique parfait, c'est la mort. C'est clair. Et c'est là que l'article utilise une expression de Simondon que je trouve magnifique. Il dit que le vivant est le théâtre de l'individuation. Oui, une formule brillante. C'est-à-dire que l'organisme, c'est pas seulement le résultat d'une réaction physique. C'est une boucle récursive. Il est à la fois l'acteur qui joue à pièce, la scène physique sur laquelle ça se passe, et le dramaturge qui écrit les dialogues en temps réel. C'est ce que le théoricien Francisco Varela appelait la clôture organisationnelle, avec sa fameuse formule F égale petit f de grand F. Pour vulgariser un peu, c'est comme si on avait une usine automobile qui produisait des voitures, d'accord, mais qui produisait aussi, en même temps, les machines-outils nécessaires pour construire les voitures, tout en réparant les murs de l'usine avec les pièces détachées. C'est un système qui engendre ses propres conditions d'existence. C'est une super métaphore. Mais le texte de Michael et Hong pousse la réflexion au-delà de Varela. Parce que la question subsiste. Comment l'usine fait-elle pour inventer de nouveaux plans de voiture quand l'environnement change brusquement? Ah oui, l'adaptation. Voilà. Les auteurs font appel au concept de criticité étendue, qui a été développé par des chercheurs comme Bailly, Longo et Monteville. En physique, un point critique, c'est un moment ultra précis, presque ponctuel. C'est la fraction de seconde où l'eau liquide bascule pour devenir de la vapeur, par exemple. C'est un point de bascule mathématique isolé. Boum, ça change d'état. C'est ça. Mais en biologie, l'organisme ne traverse pas un point critique pour aller s'apaiser tranquillement de l'autre côté. L'organisme vit de manière permanente, constante, à l'intérieur même de ce point critique. C'est une brisure de symétrie temporelle permanente. Exactement, c'est une criticité étendue dans le temps. L'équation de base R1, R2 devient R à la puissance n. C'est comme une avalanche de neige qui s'arrêterait jamais. Une avalanche qui tomberait perpétuellement
tout en reconstruisant la montagne juste en dessous d'elle au fur et à mesure. L'organisme applique en boucle les règles de son développement pour s'auto-maintenir en déséquilibre. Si l'on relie cela à une perspective plus large, on peut prendre l'exemple du système immunitaire que le texte aborde via les travaux du philosophe Thomas Pradeux. Oh oui, cet exemple est génial. Parce que pendant très longtemps, on nous a appris à l'école que l'immunité, c'était une forteresse, avec une armée intérieure dédiée à la destruction du non-soi, donc des envahisseurs extérieurs. C'est la vision classique, très militaire, très fermée. Mais la réalité observée par Pradeux est celle d'une criticité constante. La frontière entre le soi et le non-soi, c'est pas un mur de briques, c'est une négociation permanente. Ouais, par exemple, notre intestin abrite des milliards de bactéries étrangères qui partagent pas notre ADN humain. Et pourtant, notre système immunitaire les tolère, les protège et collabore avec elles. Elles sont intégrées au théâtre. Absolument. Et à l'inverse, nos propres cellules humaines, dès qu'elles vieillissent ou se comportent de manière anormale, elles sont impitoyablement dévorées par nos propres macrophages. Donc, l'identité de l'organisme, elle n'est pas définie par une frontière statique, mais par cette capacité propulsive à redéfinir à chaque instant ce qui est utile au maintien du système et ce qui doit être rejeté. Tout à fait. C'est une redéfinition constante. D'accord, je comprends le dynamisme, mais il y a un paradoxe qui émerge ici pour moi. Lequel? Si mes cellules réécrivent constamment les règles, si mon système immunitaire redessine ses frontières tous les jours, comment je fais pour garder une architecture globale cohérente? Pourquoi un être humain ressemble-t-il toujours à un être humain au final? Ah, c'est tout l'objet de l'équilibre vertigineux entre ce que l'article appelle la robustesse et la plasticité. C'est le grand compromis du vivant. La vie doit trouver un terrain d'entente entre la fermeture qui protège et l'ouverture qui permet l'adaptation, c'est ça? À réduire les variations pour préserver une structure fonctionnelle malgré les turbulences extérieures. L'exemple parfait abordé dans l'étude, ce sont les gènes OX. Les gènes architectes, ceux qui interviennent au stade embryonnaire. C'est eux qui décident du plan de construction global, où va la tête, où va la queue, où se placent les membres. C'est ça. Et ce qui est fou avec ces gènes OX, c'est leur niveau de conservation. Qu'on prenne une mouche drosophile, une souris de laboratoire ou un embryon humain, on retrouve quasiment la même séquence génétique, inchangée depuis des centaines de millions d'années. L'évolution a littéralement verrouillé cette partie du code. C'est une contrainte d'une robustesse absolue. Le squelette fonctionnel de l'organisme. Sans cette robustesse, le système s'effondrerait dans le chaos à la moindre petite variation de température. Mais, et c'est là le génie de la biologie, la robustesse seule ramènerait l'organisme au statut du cristal de sel, non? Un système purement robuste est incapable d'innover. Exactement. Et c'est pourquoi la plasticité est indispensable. Et attention, la plasticité ici, c'est pas le simple fait d'être malléable, comme un morceau d'argile qui garderait l'empreinte d'un doigt. C'est pas passif. Non, c'est une capacité active intégrée au système pour modifier l'espace de ses propres contraintes. C'est l'ouverture de cet espace. Et pour creuser cette idée, l'article convoque Georges Canguilhem, le célèbre médecin et philosophe. Il fait une distinction chirurgicale, je trouve, entre le fait d'être normal et le fait d'être normatif. Oui, c'est un point crucial. Canguilhem explique qu'un organisme parfaitement adapté à son milieu, qui fonctionne sans aucun défaut, c'est un organisme normal. Il est robuste. Mais la vie demande plus que ça. Elle demande de la normativité. Donc le pouvoir d'instituer de nouvelles normes pour faire face à un événement totalement inédit, comme une nouvelle maladie. C'est une perspective qui bouscule un peu l'intuition, parce que ça implique qu'un organisme parfaitement normal, sans aucune variabilité, il est en réalité extrêmement vulnérable sur le long terme. Donc, si je comprends bien, être parfaitement normal ou parfaitement adapté, c'est paradoxalement une mauvaise nouvelle pour la santé à long terme. Complètement. C'est un peu comme un athlète de très haut niveau qui s'entraînerait uniquement sur un tapis de course, parfaitement plat dans une pièce climatisée. Sa foulée est parfaite, il est incroyablement robuste dans cet environnement spécifique. Il est normal. Mais si on le met dans un autre contexte, Voilà. Si on le met soudainement dans une forêt avec des racines, de la boue, du dénivelé, ses articulations lâchent immédiatement parce qu'il n'a aucune capacité d'improvisation motrice. Il manque cruellement de normativité. l'analogie est très juste. Face à une toxine que l'espèce n'a jamais rencontrée, par exemple, ou un changement climatique drastique, la robustesse sert à rien car l'ancienne règle de fonctionnement est devenue obsolète. L'organisme doit être capable d'inventer une nouvelle manière d'être en bonne santé. La plasticité, c'est pas un bug du système alors. Surtout pas. C'est pas une instabilité qu'il faudrait corriger, c'est la condition absolue de la survie. Alors,
qu'est-ce que tout cela signifie concrètement, hein? Enfin, c'est fascinant sur le plan théorique, mais comment cette capacité à inventer de nouvelles règles se matérialise physiquement à l'intérieur d'une cellule? L'article s'arrête pas à la philosophie, il plonge vraiment sous le microscope. Oui, il détaille 2 exemples expérimentaux qui défient littéralement le bon sens biologique classique. Explorons le premier. Les travaux du généticien Miroslav Radman sur des bactéries soumises à un stress mortel. On prend une colonie de bactéries et on les bombarde de rayons ultraviolets intenses. Conséquence, l'ADN commence à se briser. Et si on considérait la bactérie comme une simple machine robuste, on se dirait qu'à partir d'un certain niveau de dégâts, les engrenages cassent et la machine s'arrête. Point final. Sauf que non. Sauf que non. La bactérie possède un mécanisme d'urgence fascinant, ce qu'on appelle la boîte SOS ou SOS Box. En temps normal, la bactérie est sous la supervision d'un gène, le gène LEXA, qu'on pourrait comparer à un gardien de prison, Son rôle, c'est de maintenir sous clé les protéines capables de modifier l'ADN, c'est ça? pour préserver la stabilité du génome. C'est la test de routine. Mais quand les radiations UV pulvérisent l'ADN, il y a des fragments d'ADN qui flottent dans la cellule, et ça déclenche une alarme. Et une protéine spécifique, ROCA, entend cette alarme. Sous l'effet du stress critique, elle change de forme, elle devient ROCA étoile, et elle se transforme en véritable assassin cellulaire. Elle va littéralement détruire le gardien de prison, Lexa. C'est une mutinerie contrôlée. En éliminant ce gardien répresseur, la bactérie déverrouille l'accès à un arsenal de réparation d'urgence. Des enzymes spécialisées sont relâchées pour recoller l'ADN brisé. Mais le détail crucial, c'est que ces gènes mutateurs, ces enzymes de l'extrême, sont connus pour être volontairement très imprécises. Elles bâclent le travail de copie. Elles introduisent massivement des erreurs dans le code génétique, oui. C'est ce paradoxe qui est stupéfiant. Pour pas mourir des radiations, la bactérie sacrifie délibérément sa propre stabilité génétique. Elle sait que ses règles actuelles la sauveront pas. Alors elle génère du chaos, elle introduit des mutations au hasard. En espérant que parmi ce désordre total, une mutation providentielle lui permettra de survivre à cet environnement toxique. C'est l'illustration pure d'une contrainte propulsive, quoi. La cellule préfère jouer à la roulette russe plutôt que de mourir passivement. C'est incroyable. Et le deuxième exemple abordé par le texte pousse le mystère encore plus loin. Il s'agit des expériences menées par R.S. Brown sur des cellules de levure. Ah oui, l'expérience avec le glucose. Exactement. Dans cette expérience, les chercheurs isolent un gène absolument vital pour la levure, le gène IGIS3. Sans ce gène, la cellule meurt de faim. Ils déconnectent ce gène de son interrupteur naturel et le reconnectent à un autre interrupteur artificiel, un promoteur GAL, conçu pour réagir à une substance spécifique. Pour reprendre une métaphore mécanique, c'est comme si on débranchait l'interrupteur qui commande l'injection d'essence dans le moteur de la voiture et qu'on le branchait par erreur sur le bouton de l'autoradio. C'est exactement l'idée. Ensuite, l'équipe place ces levures recablées dans un milieu saturé de glucose. Or, la présence de glucose a pour effet mécanique de verrouiller ce fameux bouton d'autoradio, le promoteur GALF, sur la position arrêt. Le gène vital IS3 peut donc absolument pas s'exprimer. Voilà. Et selon toutes les lois de la biologie mécanique, la population entière de levures devrait mourir d'inanition presque immédiatement. La sentence est censée être irrévocable. Mais ce qu'observent les chercheurs dans les bioréacteurs est juste invraisemblable. Au bout d'une dizaine à une trentaine de générations cellules, la population de levures s'adapte, redémarre sa croissance et survit. Ce qui défie la logique. Totalement. Le premier réflexe, c'est de se dire, bon, l'une des levures a dû subir une mutation génétique heureuse qui a contourné le problème et, par sélection naturelle darwinienne classique, ses descendantes ont envahi le bioréacteur. Sauf que non. L'analyse du génome des survivantes prouve qu'il n'y a eu aucune mutation génétique significative. L'ADN n'a pas bougé. Alors, comment elles ont survécu sans muter? C'est les cellules qui bricolent activement leur propre fonctionnement, c'est ça? C'est là que l'organisme démontre son incroyable plasticité. Face au mur, le réseau interne de protéines et de signaux de la levure commence à explorer ce qu'on appelle un paysage épigénétique. L'épigénétique, c'est la façon dont les gènes sont allumés ou éteints sans modifier le code de l'ADN lui-même. C'est comme si l'ADN était une immense bibliothèque avec des milliers de portes verrouillées. Face au stress mortel du glucose, les cellules commencent à ouvrir et fermer des portes au hasard. Elles modifient massivement les flux d'énergie et la concentration des protéines, dans un immense bricolage désespéré. C'est un réaménagement d'intérieur à l'échelle moléculaire. Et lorsqu'une configuration particulière par pur bricolage permet d'activer le métabolisme de survie malgré le verrouillage imposé par les chercheurs,
La cellule se stabilise temporairement et se divise. Ce qui est vertigineux, c'est que cette nouvelle configuration épigénétique est transmise aux cellules filles. C'est une véritable mémoire transgénérationnelle sans toucher au code dur de l'ADN. Le milieu n'est pas juste un filtre de sélection darwinienne passif qui élimine les plus faibles. Il participe activement à l'organisation. L'environnement agit comme un partenaire avec lequel la levure co-construit une nouvelle norme d'existence. Le système entier s'auto-réorganise de manière totalement imprévisible. Quand on met tous ces éléments bout à bout, le tableau final est profondément bouleversant. Si on devait retenir l'essence de cette analyse, nous ne sommes décidément pas des machines programmées par un code logiciel inflexible. Non, ça c'est sûr. Nous ne sommes pas non plus des cristaux de sel thermodynamiques attendant patiemment de retourner à la poussière thermique de l'univers. Nous sommes des événements en cours, des systèmes propulsifs sans cesse obligés d'équilibrer la robustesse de notre architecture millénaire et la plasticité vertigineuse de nos possibles. Intégrer cette vision d'une individuation continue, ça pulvérise notre conception traditionnelle de l'apprentissage et de l'adaptation. L'adaptation, c'est pas un diplôme qu'on obtient une fois pour toutes, c'est un travail qui n'est jamais terminé. La vie est une activité inachevée. Cela soulève d'ailleurs une question importante, une énigme finale par laquelle les auteurs clôturent brillamment leurs réflexions. Ah oui, la question sur l'évolution. Oui. Si l'essence même de la vie réside dans cette normativité, dans ce pouvoir farouche de surmonter la pathologie en inventant de nouvelles règles, il faut alors se poser une question troublante sur l'évolution globale de notre biosphère. Quelle est la fonction véritable de la maladie, du dysfonctionnement et même de la mort? C'est vrai que vu sous cet angle, L'hypothèse soulevée, c'est que la pathologie ne serait pas simplement un drame individuel, un bête échec mécanique du système. Ne serait-elle pas, au contraire, le moteur indispensable de l'individuation globale du vivant? S'il n'y avait jamais de crise, jamais de blocage mortel dans l'environnement, le vivant n'aurait aucune raison d'explorer son paysage épigénétique ou de déclencher sa boîte SOS. sans la menace de la dissolution, il n'y a pas d'invention. Exactement. La maladie serait en quelque sorte l'ombre architecturale indispensable à la lumière de l'adaptation. C'est une pensée extrêmement provocatrice sur laquelle méditer. Enfin, transformer l'idée même de la défaillance biologique pour en faire le carburant essentiel de la tapisserie de Raphaël. Pour ceux qui observent leurs propres mains après avoir entendu ça, ou qui écoutent le rythme de leur propre cœur, la perception change, je trouve. On ne se voit plus de la même manière. C'est clair, ce n'est plus le cliquetis régulier d'une horlogerie de précision. C'est un théâtre intérieur tumultueux, un cristal paradoxal qui lutte seconde après seconde contre sa propre pétrification. Merci de nous avoir rejoints pour cette plongée aux confins de la physique et du vivant. Continuez à interroger ce qui vous entoure et surtout, continuez de vous émerveiller de l'œuvre inachevée qui se tisse en vous à chaque instant.